C'est vrai que se pose la question aujourd'hui, et Thibault le racontait parfaitement, que va-t-il se passer une fois que les caméras auront quitté cette enclave espagnole, une fois que les journalistes auront quitté cette enclave espagnole, une fois que les forces de l'ordre ne seront plus là? Que risque-t-il de se passer? On aura ces habitants avec ce risque potentiel, Claude. Mais oui, Thierry, c'est évidemment la question. On attendait, en tout cas, on annonçait une possible, entre guillemets, invasion, nouvelle invasion de Ceuta par des dizaines de milliers de migrants, pardon, pardon, hier, et ça ne s'est pas produit. Alors effectivement, il est assez peu probable qu'on assiste dans les jours à venir, à une réédition de ce qui s'était passé fin juillet avec 50 000 personnes ou 60 000 personnes qui tentent de franchir la frontière. En revanche, on sait que plusieurs, centaines, peut-être 2 000 à 3 000, migrants restent concentrés autour de Ceuta, et il est possible et probable même qu'on assiste, dans un proche avenir à des tentatives de passage par des individus ou par de petits groupes. Tout va dépendre en fait de la réactivité des forces de l'ordre marocaines, puisque bon, les Espagnols pourront faire ce qu'ils peuvent, mais ce sont les forces de l'ordre marocaines qui ont les cartes en main, puisqu'elles peuvent contrôler tout le pays autour de Ceuta. Pour le moment, apparemment, les concentrations et les arrestations ont eu lieu à 2 à 3 kilomètres de l'enclave espagnole. Donc, en fait, les forces de l'ordre, pour le moment, empêchent les candidats à l'entrée de s'approcher trop près de Ceuta. Reste à savoir s'ils pourront tenir cette posture pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Catherine Rambert. Les chiffres, ils ont d'ailleurs beaucoup évolué concernant ce qui s'est passé il y a 10 jours à Ceuta. On parlait au départ de 50 000 migrants, 60 000, 72 000. Mhm. Et là, on nous dit aujourd'hui qu'il en reste 2 000 à 3 000. Est-ce que c'est 6 000? Est-ce que c'est 300? On ne sait pas. C'est-à-dire que, effectivement, quand les caméras sont bonnes, le problème reste là. Je vous rappelle que le président de l'enclave, il a appelé à l'aide. Il a dit on n'arrive plus à gérer. Les centres d'accueil débordent. C'est pas seulement ceux pour mineurs, tout déborde. Donc, il faut vraiment trouver une solution. Et en effet, malheureusement, le problème va rester quand les caméras seront parties. Véronique Jacquier. Oui, il faut quand même souligner que la population espagnole de Ceuta est complètement traumatisée. Qu'il soit 300 ou 3000, le mal est fait, si j'ose dire, parce qu'il y a des campements de paillotes sur les plages, il y a une Insalubrité. voilà, C'est ça. qui s'installe. C'est la reprise, Véronique Jacquier. Non, mais vous avez des commerçants qui sont traumatisés, Ouais. il y a eu des femmes qui ont été agressées, donc vous avez quand même... Enfin, la population locale a employé le mot d'invasion. Ce n'est pas rien, ça reste dans les esprits. Ils se disent que ça peut se reproduire à n'importe quel moment. Et je crois que c'est quelque part peut-être le but recherché aussi en jouant sur les réseaux sociaux. Il y a cette espèce de yo-yo psychologique et surtout il y a une sourde guerre diplomatique entre le Maroc qui montre à l'Espagne qu'il a une arme démographique, une bombe à fragmentation finalement. C'est-à-dire que ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors maintenant, c'est à l'Europe quand même de décider sérieusement que faire. C'est-à-dire pourquoi pas réserver l'espace Schengen, la libre circulation aux Européens, et puis tout ce qui est membre... qui n'est pas membre de l'Union européenne, eh bien, interdiction de circulation. Et puis mettre un cordon sanitaire autour de l'Espagne. Pour moi, cette affaire est loin d'être réglée. Très loin d'être réglée. Eh oui, vous parlez d'harmonie européenne, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas eu cette harmonie quand on voit la déclaration de Giorgia Meloni. Vous avez mal écouté Laurent Nunez. Tout allait bien dans le meilleur monde après la réunion des ministres de l'Intérieur et des ministres des Affaires étrangères. Tout allait Catherine bien. Rambert, L'Europe n'était pas en cause, Schengen n'était pas en cause. Il n'y a que Giorgia Meloni en Italie et Mette Frederiksen au Danemark, Première ministre socialiste, je le précise, qui ont demandé des actions fortes et elles n'ont pas été suivies. Oui, et c'est vrai, Claude Moniquet, l'harmonie européenne, il serait important qu'elle existe, mais quand on voit la prise de position de Giorgia Meloni dès le départ, et quand on a vu la prise de position d'Emmanuel Macron, on s'est dit que le chemin était long et difficile, et je ne peux donner que raison à Véronique Jacquier, ça ne va pas être facile, hein. Bah, dire qu'il est long et difficile est même un euphémisme, Thierry. Et en fait, cette solidarité européenne, en admettant qu'elle existe sur cette question de l'immigration, c'est l'Espagne qui l'a rompue en premier lieu, avec cette déclaration unilatérale, sans aucune concertation avec les autres pays européens et avec les pays voisins, quand Pedro Sanchez a annoncé qu'il était prêt à régulariser 500 000 clandestins.
Alors évidemment, ça a agi comme étant un formidable appel d'air pour l'immigration clandestine, illégale. Et effectivement, c'est à ça qu'on va devoir faire face dans les semaines à venir, non seulement à Ceuta, non seulement en Espagne, mais probablement à sur d'autres points d'entrée. Je pense à d'autres routes en Méditerranée, pour ceux qui viennent de l'Afrique, mais il y a également la route des Balkans pour les gens qui viennent d'Asie centrale, d'Afghanistan. Il y a, on le sait très bien, tous les migrants qui passent en France dans l'espoir de rejoindre la Grande-Bretagne avec les problèmes de salubrité, d'ordre public, de sécurité et simplement d'humanité qu'on constate tous les jours dans le Pas-de-Calais. Donc, effectivement, cette idée que l'Europe a un besoin d'une immigration massive non choisie, c'est un très très mauvais signal qui a été envoyé par Pedro Sanchez. Aujourd'hui, l'Espagne et surtout les habitants de Ceuta en paient le prix, mais demain, c'est peut-être toute l'Europe qui en paiera le prix. Dites-moi, Catherine Lambert, oui, j'ai une dernière question à poser. C'est pour ça que moi je cite systématiquement Mette Frederiksen, la première ministre danoise. Parce que dès qu'il s'agit de mesures fortes à l'égard de migrants, on cite Giorgia Meloni, dont on connaît les positions, et tout le monde dit ah, extrême droite, c'est normal. Non, non, non. Au Danemark, il y a une ministre socialiste et qui a pris conscience que l'immigration massive altérait la qualité de vie de ses électeurs en premier. Donc elle a une politique de restrictive une politique extrêmement sévère à l'égard des migrants. Et moi je pense qu'il faut la citer parce que ce sujet il doit fédérer et être quasiment transparti. Je ne sais pas si on dit ça, si c'est correct de dire ça. Véronique Jacquier. Oui, vous savez qu'il y a la directive retour qui a été quand même souhaitée par la plupart des pays européens, sauf par l'Espagne et par Emmanuel Macron pour la France. Donc la France, quand même, avec l'Espagne, fait partie des plus mauvais élèves de l'Union européenne pour ce qui est de la gestion de ce qu'on peut appeler une invasion migratoire. Et d'autre part, il y a quand même quelque chose de très interpellant dans ce qui s'est passé à Ceuta et qui flotte finalement, c'est que ces milliers de Marocains, de jeunes Marocains, qui sont majoritairement de jeunes hommes, ne meurent pas de faim dans leur pays. Le Maroc est un pays qui se porte bien et qui fait tout ce qu'il peut pour sa jeunesse. Pays très corrompu quand même. N'est pas un pays corrompu, où il y a l'ascension sociale. Non mais d'accord, mais ils ont un avenir. Ils peuvent devenir ingénieurs, ils peuvent devenir médecins. Non, c'est pas certains pays d'Afrique. Non, justement, c'est ça qui est. Mais je vous renvoie vers le livre de Sébastien Boussois qui intervient souvent, qui a écrit un ouvrage sur le Maroc. Le roi du Maroc est quand même censé faire quelque chose pour sa jeunesse. Et là, je crois qu'il faut aussi que collectivement, les Européens, s'il ne le fait pas, il faut que les Européens soient en capacité de lui dire de garder ses jeunes, comme tout. Parce que si, on n'est pas capable de le dire à l'Algérie, on n'est pas capable de le dire à Maroc, on n'est pas capable de le dire. D'accord, mais c'est le sujet des années qui viennent. On doit être capable de protéger les citoyens européens. Oui, mais c'est le sujet des années qui viennent. Claude, vous allez rester avec nous, mais j'ai une petite question, parce que vous vous souvenez du témoignage recueilli par Thibault Marcheteau avec Malo Steiner, de cette propriétaire de cette épicerie littéralement envahie. Cette image avait fait le tour du monde aussi. Et moi, ce qui m'avait interpellé, c'est le témoignage de cette propriétaire de cet établissement qui disait Pedro Sanchez, il est en vacances. Donc voilà, dans vos radars, vous n'avez pas de nouvelles de Pedro Sanchez à tout hasard. Ça m'a échappé, moi. On l'entend plus. Alors, je ne peux pas vous dire où il est en vacances, s'il l'est, mais effectivement, il est. En fait, on a entendu Pedro Sanchez au moment de cette vague massive, il y a 15 jours, d'ailleurs pour rejeter grosso modo toute la responsabilité sur le Maroc, en oubliant totalement sa responsabilité à lui, avec cet appel d'air dont je parlais il y a quelques instants. Mais je voudrais rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit. Oui, le Maroc n'est pas l'Afrique subsaharienne, on peut pas comparer les deux situations. Mais de là à dire que c'est un pays idyllique pour sa jeunesse, il y a quand même beaucoup de marge. Il existe au Maroc une population très jeune, partiellement, en tout cas, peu éduquée, peu employable, et d'immenses injustices sociales qui sont en plus aggravées par une certaine forme de corruption. Donc, je peux comprendre que des jeunes Marocains se voient plus un avenir ailleurs que dans leur pays. Et à part ça, évidemment, un appel comme celui de Pedro Sanchez ne fait que les faire rêver davantage et les conduit dans des situations de malheur extrême. On les voit dormir dans la rue, sur les plages, dans les cimetières à Ceuta, mais il ne faut pas oublier qu'en Méditerranée comme dans la Manche, ces deux mers sont devenues des cimetières. Alors justement, chaque jour, des gens meurent en tentant de les traverser.